Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Et ouais Max. On se retrouve pour les épisodes de One Piece. Je sais, ça fait super longtemps, ça fait depuis l'épisode 1101 qu'on n'a pas fait de review. Ouais. Mais on a vu évidemment chaque semaine 1102, 1103, 1104, etc. jusqu'à l'épisode actuel. Et on va revenir en fait sur les derniers événements. On vous parlera, ne vous inquiétez pas, de trucs qui nous reviennent en mémoire sur les précédents épisodes du coup qu'on n'a pas traités. Mais on est content aussi de revenir sur l'anime One Piece. Ouais, on est content, on a eu pas mal de semaines très chargées, mais on va revenir sur les analyses des épisodes. Là, vous l'avez compris, ce sera un condensé plutôt de ce qui s'y passe. Et à partir du prochain, on reviendra plus en détail à chaque fois, comme vous l'aimez, sur l'animation, etc. Parce que là, vous mettez de l'animation sur cet épisode, ça va faire une review de 2h30. Voilà, donc au moins on va couvrir les points importants et vous allez couvrir la clochette et l'abonnement parce qu'on compte sur vous pour vous abonner les amis. Voilà. Et pour ce qui est du coup des épisodes et de la nature même de ce qui s'y passe, c'est vrai que sur les 5, 6, 7 épisodes qu'on n'a pas couverts, il se passe tellement de trucs. On s'ennuie pas, Egghead. Non, on s'ennuie pas, il y a un bon rythme. Par contre, ils sont très inégaux ces épisodes. Hein. Depuis qu'on a quitté en fait les épisodes avec des animations tarées sur l'épisode 1101, ça n'a fait que diminuer en qualité d'animation. Il y avait même des épisodes vraiment franchement pas terribles, même pas très beaux. Et même pour juste finir la parenthèse animation, je dirais même que sur le dernier là qu'on a vu, finalement toutes les meilleures animations elles sont sur le Séraphin de Bois Hancock, sur toutes ces phases de combat. Et là où tu t'attendais à un Zoro versus Mihawk stylé, j'ai trouvé l'animation pas terrible du tout. Vraiment le Mihawk fait, mais vraiment juste pour être fait quoi. Les animations aussi de tranchage, alors que ça doit être un truc de ouf hein, quand il envoie ses rafales et ses trucs comme ça. C'était vraiment pas ouf. Et en fait tous les meilleurs plans, tous les trucs les plus beaux, c'est quand t'as le Séraphin de Boa qui est face à Franky, Nami, Usopp, et que t'as ces effets de feu derrière où t'as les explosions, t'as le vent, t'as les trucs comme ça. Là c'était stylé, c'était très cinématographique. J'ai notamment en tête le plan où t'as Franky, tu sais, qui regarde en haut comme ça avec ses lunettes pour analyser, qui zoome. Là je me serais cru dans un film One Piece, tu vois, alors qu'on est dans l'animé. Et après tu passes à toutes les autres séquences. Tout ce qui concerne Zoro et Luffy, j'ai pas trouvé ça ouf. Hein. Ouais, non, c'est un peu plus sommaire et surtout quand on a eu l'habitude sur bien des épisodes clés, on va dire ça comme ça, d'avoir des épisodes de fou en termes d'animation, pardon, et en même temps aussi d'avoir des sur des scènes pas forcément aussi développées dans le manga, d'avoir quand même eu droit à une animation de fou. Donc on aurait pu sur des choses du manga sur lesquels on s'attarde à avoir droit à une belle animation aussi, mais non. Beaucoup plus d'inégalités du coup, et bon, c'est pas forcément pour nous ravir. Mais avant de revenir du coup sur les événements du dernier épisode, il y avait quand même des points clés sur les anciens épisodes qu'il fallait qu'on vous souligne. Tu voulais notamment parler du passé de Kuma qu'on a en images. Incroyable. Ça, le 1107 sur ça, One Piece a cette faculté, que ce soit en manga ou en animé, évidemment c'est un manga donc ça véhicule des émotions, mais de véhiculer aussi autre chose. Et parfois en animé, ça parvient à nous toucher davantage, à nous pousser dans nos retranchements et à nous faire palper quelque chose d'assez surprenant. Comme ici, au-delà de la gêne, c'est vraiment de la douleur et de la peine pour le personnage de Kuma. Et vraiment, on a envie de rentrer dans la télé, parce que ce 1107 qui commence avec Bonnie qui arrive, déjà c'était plutôt bien animé, plutôt bien réalisé, c'était plutôt beau, déjà dans le 1107, mais aussi dans le 1106, quand elle s'approche de la mémoire de Kuma, vous savez, cette espèce de sphère rose là, et là elle pénètre dedans dans le 1107, et le début où il se fait boulise, donc il se fait, comment on dit en français, martyrisé pendant facile 5 minutes d'épisode, c'est insoutenable. C'est insoutenable en plus avec le seiyuu de Kuma jeune, qui est très bon, mais avec cette voix cassée, tu ressens d'autant plus la douleur, tu sens qu'il est au bout de sa vie à chaque seconde de son existence. Ah, j'étais pas bien.
C'est viscéral en fait. Je vais vous montrer mon bras. J'ai des frissons rien que d'en reparler. Moi, elle m'a vraiment pas mis bien cette scène. On l'avait déjà mal vécu en manga. Alors bien vécu dans le sens où des coups sont passés, mais mal vécu parce que c'est vraiment ce personnage de Kuma. Et vous verrez, est une masterclass d'écriture dans son triste dessin. Et alors en animé, lui donner vie à ce qu'on a lu en manga, qui ne prenait vie que dans notre imaginaire, mais on n'avait pas, comme tu l'as dit, ces cris et ces souffrances vivantes, on va dire ça comme ça. Puis c'était quelques cases. Voilà. Ouais, c'était des cas. Là, la dimension réaliste en fait qu'apporte l'animé. En fait, j'étais pas bien. Si t'as un minimum d'empathie dans la vie, que tu ressens les choses, tu t'es là, tu te dis mais c'est pas possible. Faites un truc, faites que ça s'arrête. Ils l'ont étiré en plus, ils l'ont étiré pendant 5 minutes d'épisode. C'est un truc qui, je sais plus, hein, j'ai pas le manga là sous les yeux, mais ça devait durer que quelques cases. Vraiment, c'est furtif. Parce que c'est un gros rajout en fait de l'animé de faire un préambule à ce que va voir Bonnie, parce qu'elle touche la bulle de mémoire, vous avez compris qu'elle va accéder à ses souvenirs, c'est ce qu'elle veut faire. Et l'animé rajoute un passage où elle se retrouve là dans les champs, etc. Il y a du vent, et elle voit son père au loin, enfant et tout. Et en fait, quelques trucs que tu voyais des souvenirs de Kuma qui étaient tout petits et qui passaient furtivement dans le manga avant de venir véritablement dans son passé, de voir un peu des événements un peu plus, ancrés dans une temporalité, avec tu vois vraiment le décor, tu vois vraiment où t'es, tu vois à quel moment ça se passe de sa vie. Ben, là on a ça. Et ça nous est étiré. Et c'est ça qui rend le truc insoutenable au-delà des atrocités qui se passent. C'est-à-dire que ça n'en finit pas. Tout ce qui se prend dans la gueule, le gars, tu souffres avec lui, quoi. Et sur ça, l'anime était très fort. Dès qu'ils font des rajouts comme ça, qui vont te pousser dans des émotions que t'avais pas en manga, pas à ce level-là, je veux dire. C'est fort et c'est fou, quoi. Ah bah si vous êtes animé only, soyez prêts, parce que vous ne l'êtes très certainement pas. Nous qui l'avons lu, on vous dira rien, mais le flashback de Kuma est pas terminé. Et à l'heure actuelle, c'est presque pour on va dire de manière générale, une masterclass, ce flashback, j'en dirai pas plus. Et du coup, ça nous laisse déjà, nous, lecteurs du manga, dans une émotion où on a un attachement particulier au personnage de Kuma. Ça change des choses sur la vision du personnage de Kuma. Mais alors avec ces ajouts de l'animé là, si à chaque fois on a ce genre d'investissement émotionnel, ils vont réussir à faire en sorte que ce sentiment que les lecteurs aujourd'hui ressentent, je parle aussi à toi frère, mais il va être encore plus fort. Alors que je pensais qu'on avait déjà atteint un sommet d'émotion. Je m'attendais pas à ce que ça puisse être plus fort. Vraiment. Là, ça va être compliqué. Ouais. Donc, la réelle en génial. Plus est rudement bien faite sur ça, parce que tu as cette transition à un moment donné, je me souviens, sur le visage de Kuma, donc qui est en train de gravir Red Line. Donc on a cet enfant qui se fait battre, qui hurle, etc. Et tu vois sa fille qui le voit, lui, durant son enfance, etc. Dans une apparence du coup plus jeune que ce qu'elle a, elle. Tu vois, il y a une sorte de truc métaphysique, enfin un truc... tu vois, inversé, où elle voit le truc alors que... Et lui, tu le vois adulte maintenant, tu passes dans sa tête et tu le connais pas en fait, Kuma. C'est ça qui est fort. En fait, ça vient t'amener de l'empathie pour un personnage que tu connais pas vraiment, que tu as vu de nombreuses fois dans One Piece, mais pour des interventions plutôt succinctes et qui parlent relativement peu. Et du coup, tu vois plus de Kuma dans ce court souvenir, on va dire, où il se fait battre pendant son enfance, que ce que tu connais de lui adulte. Et là, tu as cette transition sur son visage, pendant qu'il gravit le truc et il dit rien, il dit pas un mot. Tu te dis, waouh, je commence à découvrir le personnage, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qui nous cache encore? Qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être? Et alors, c'est violent, je trouve. Ouais, je vais te laisser continuer parce que je vais faire une transition tout aussi violente, vous allez voir. Parce que je parle de la réalisation là en bien. Et dans un instant, je vais vous parler de la réalisation du même épisode. Un autre truc qui m'a surpris, dans un autre domaine. Donc je te laisse finir là-dessus, histoire de... Non, mais j'avais terminé, je dis juste que... Bref, c'est des masterclass, donc vas-y pour la mauvaise nouvelle. Alors, mauvaise nouvelle, je sais pas, mais en tout cas, ça suit le manga sur ça. Je crois que c'est dans cet épisode, on est d'accord, c'est le 1107.
il y a 150 000 plans fesses à la seconde. On dirait Code Geass R2. J'ai pas compris. C'est-à-dire que tu as une réalisation, comme je l'ai dit, folle sur des aspects comme ça qui viennent te donner de l'empathie pour des trucs qui étaient plus succincts dans le manga et ou pour déjà te préparer un peu le terrain. Et à côté de ça, plan cul, plan cul, plan cul, plan cul, plan cul, plan cul. Je me suis même demandé s'ils en rajoutaient par rapport au manga. Peut-être, je sais pas, hein, dites-nous dans les commentaires, mais surtout, ce qui m'a le plus surpris, c'est je me suis demandé dans l'épisode d'après du coup, est-ce qu'ils n'ont pas eu des retours? Parce que on en a eu, des plans boules, on va appeler ça comme ça, mais on a eu surtout un épique plan couille de Franky que j'ai pas compris. Parce que autant les plans fesses, Oda fait en sorte d'en mettre dans le manga, donc j'imagine que même en grossissant un peu le trait, Toei Animation adapte quand même une partie de ce qu'il y a dans le manga. Le plan couille de Franky dans la réalisation, parce qu'il faut le vouloir, hein, faut que le gars qui réalise l'épisode, il est storyboardé, le fait que dans le cadre, Franky allait tomber sur la caméra et qu'on allait voir ses bouloches. Je me suis demandé, vraiment, hein, je sais pas, donnez-moi vos avis là-dessus, mais soit je suis fou, soit je sais pas, mais je me suis demandé s'ils ont pas eu des retours, tu sais, ouais, vous faites trop de plans sur les bouts, etc. Et ils se sont dit, ah ouais, c'est ça. Bah tiens, et c'est ça que tu veux comme plan, et est-ce qu'ils se sont pas dit, vas-y, on va te faire, on va équilibrer, on va mettre un plan grosse boule de Franky, parce que j'ai pas compris ce plan en fait. C'est un plan que je ne comprends pas. Il sert à rien. Dans l'ajout scénaristique pour l'épisode, il sert à rien, très clairement. Donc, je m'attendais à le voir parce que tu m'avais envoyé un message, tu m'avais dit frère, tu vas kiffer un magnifique plan couille de Franky, je te laisse en profiter pour ton épisode parce que tu l'avais vu avant moi. Et effectivement, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, magnifique plan. T'as l'impression qu'il atterrit sur ta tête, ses couilles atterrissent sur ta tête. Il a posé ses couilles sur ton front, ça fait un dindon comme ça. On est d'accord que tous les plans boules qu'on voit dans One Piece, on en voit depuis déjà des décennies, mais c'est pas le truc qui vient dans ta tête, tu vois. Il vient pas t'agresser, le personnage passe, il défile comme ça. Là, le gars, il vient, il fait un sur ta tête, comme t'as dit, et toi, t'es là, tu te fais agresser par Franky, quoi. Il te tombe dessus, le pauvre. Donc, j'ai pas compris. J'ai pas compris, et il me semble que c'était dans le même épisode, donc hétérogénéité là-dessus. Et par contre, il y a un truc, c'est que la réelle des épisodes est plutôt soignée sur tout ce qui est effet de mystères et de trucs à nous dévoiler sur lesquels on avait des suspens dans le manga. J'entends par là les souvenirs de Kuma, là. Également Kuma qui en parallèle gravit Redline, bien évidemment. Mais également les Séraphins. La trahison, le retournement de situation, les personnages qui sont cachés dans la fumée, les caméras qui sont détruites, les Dendenmushi. La réal et l'animation sont soignés sur tous ces trucs-là. Ouais, c'est vrai. Mais même la révélation dans la fin du 1106 où on revoit notre cher Albatros Morgans. Ah ouais, le pigeon. Et du coup, on revoit Vivi. Et là, dans la réal, c'est un plan où c'est assez sombre. Et on part du bas vers le haut pour venir nous donner le reveal, quoi. Et je trouve ça, ouais, c'est une exécution qui permet de maintenir jusqu'au dernier moment la surprise. Et donc voilà, si vous êtes animé only, vous avez enfin des news de Vivi et de Wapol. Yes. Ce que vous n'aviez pas depuis v'là combien de temps. Ouais. Donc, surprise. Et Sentomaru, pendant ce temps-là, sent bien les choses, puisqu'il sent qu'il y a un Buster Call qui approche. Il y a beaucoup de parallèles avec Nico Robin également dans ces épisodes-ci, même si on la voit que furtivement, on va dire. Et parallèlement à ça, on découvre que le membre du Golosé, Saturne, donc celui avec sa grosse moustache comme ça, a pris la mer. Avec en plus de ça Kizaru. Donc si ceux-ci se rendent à Egghead, effectivement il peut y avoir du grabuge. En tout cas pour les animés only, on ne révélera pas ce qui peut se passer. Ouais, elle souligne un potentiel bustécal, Orala qui se répète du coup, donc on se dit oh là là, la dinguerie, et vous voyez un petit peu tout ce qui se dessine du coup sur Egghead, entre la menace de l'arrivée du CP Aegis, la menace potentielle de l'arrivée d'un doyen, d'un potentiel Buster Call, il faut embarquer Vegapunk, mais là on se dit merde, il a disparu.
il y a un traître, qu'est-ce qui se passe? On sait pas qui ils sont. Les séraphins qui changent en permanence de commandement. Et puis on se dit, mais il est où Vegapunk? Et on apprend qu'il est enfermé dans un aquarium où il fait j'ai soufflé. Et on retrouve tout le CP 5, 6, 7, 8, là, je sais plus les numérotations, mais ils sont... D'ailleurs, ils sont prisonniers. T'as noté cette scène? C'était une des scènes aussi très bien animées du dernier épisode. Bon, c'est des plans plutôt fixes, on va dire, de Vegapunk qui est dans son caisson. Mais c'était plutôt stylé, j'ai trouvé, la mise en scène avec sa pomme et tout. Tu vois sa pomme en premier lieu quand les autres y parlent. Et puis après, tu découvres le poteau rose, ou la pomme rouge plutôt, que Vegapunk est emprisonné et qu'il y a quelqu'un qui l'a foutu là. Et que les autres membres du CP qui avaient disparu finalement quand... le CP0 était arrivé aux abords d'Egghead et demandait après les autres membres du CP qui avaient disparu et qui n'avaient pas été retrouvés. On découvre qu'en fait, effectivement, ils avaient été kidnappés à Egghead. Qui a fait ça? Ça, on aimerait bien avoir l'info. Et j'oublie une autre info, c'est quoi? Avant que tu retrouves ce que tu veux dire d'ailleurs, et pour pas faire de rebondissement à chaque fois sur un fait et un autre, dans ce caisson justement là, t'as vu qu'on voit tous les traces de doigts là, moites sur les vitres. Ça fait très horrifique, ça fait vraiment personne enfermée, ambiance glauque, qui doit faire chaud, la sueur, du coup tu mets tes mains... ça fait très... ça rappelle des choses des années 40, j'en dirais pas plus. C'est tout des petits trucs malsains comme ça dans c'était bien fait, l'effet visuel bué et tout ça, pas facile à faire. Ils ont réussi à rendre ça en animation et puis avec la couleur et avec le numérique aussi. C'était plutôt joli, en tout cas dans le visuel. Et puis ensuite, on n'a pas parlé de Stussy. Il y a eu aussi dans ces épisodes-là, on revient un peu en arrière, mais la trahison de Stussy qui est en fait une alliée de Vegapunk, qui était son atout du coup pour fuir. Bon, finalement ça servira peut-être pas vu que Vegapunk a disparu. Et qui se révèle être, en plus de ça, quelque chose que t'aimes bien, une sorte de succube. Ouais, une magnifique succube qui du coup s'en prend en direct à Rob Lucci, à Kaku. C'était là, je pense, la grosse surprise. Si vous êtes animé en ligne, dire mais non, mais putain, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Comment elle les a gérés? Ah ouais, elle les a gérés. Elle les a gérés. Stussy à ne pas ranger au placard trop vite. Mais le rouge à lèvres en Kailoseki là, en granit marin, c'était rudement bien joué. Dans le coup, du coup, il peut plus utiliser son pouvoir, se transformer en léopard. Et bim, je te fume. Et en parallèle de ça, les animés only apprenaient aussi du coup que Stussy était un clone. Et que c'est le clone de Miss Bucking, la mère de Weevil, qui se dit être le fils de Barbe Blanche. Weevil, qui dans le même temps a été emmené par Ryokugyu. Donc on l'avait peut-être oublié, mais Taureau Vert là, il a au moins un exploit à mettre à son compte. C'est qu'il a réussi à capturer un des Shichibukai, un des 7 capitaines corsaires, Weevil, qui s'était rendu sur l'île de Barbe Blanche du coup, pour protéger les habitants. C'est ouf, il y a eu beaucoup d'informations sur ces trucs-là et le dernier épisode, pareil, puisque on est sur du fan service en devenir, puisque tu l'as dit tout en début d'épisode quand on parlait des animations bof, on a Zoro versus le Séraphin du coup de Mihawk. On a d'un côté Luffy qui est là aux abois en mode on va devoir se tatane aussi contre le Kuma là. Et puis il y a les deux là. Les deux petits Rob Lucci et Kaku qui ont été menottés et qui font faut nous détacher, on fait une alliance. Non, ouais, on n'y croit pas du tout. Nous, on est comme Zoro et Luffy en fait. On est en mode, c'est ça, genre. T'as vu leur tête en mode. J'adore comment ils ont fait ça, mais bon, vous sentez venir peut-être potentiellement le fan service. L'alliance. Qu'est-ce que ça va donner? On vous dira pas, mais. Et n'oublions pas aussi que le Mihawk a un pouvoir. Il a le fruit du démon de Mr. One, d'Asbones, du coup, qu'on a vu à Alabasta, qui a le pouvoir de transformer son corps en lame. Ça, c'est le meilleur fruit qu'il pouvait avoir. Le gars, c'est un utilisateur de lame. Les séraphins, ils ont ce Green Blood qui leur permet d'avoir synthétisé le pouvoir d'un utilisateur de fruit du démon dans leur sang, et donc utiliser ce pouvoir. Et lui, on lui octroie celui-là. C'est le meilleur qu'on pouvait lui donner.
Ah ouais, il est comment dirais-je, pas l'ennemi, mais l'adversaire parfait pour Zoro, quoi. Il est la représentation du Mihawk qu'il veut dépasser et il possède le fruit d'un gars qui l'a dépassé. Ça c'est bien foutu, même la façon dont c'est mis en avant dans l'animation, enfin dans l'animation, dans l'épisode en tant que tel, c'est cool avec ce petit focus sur le Green Blood où tu comprends que bon. Méfions-nous aussi, non pas des apparences. En termes d'animation, j'ai préféré d'ailleurs la transition, animation et réel, du coup ça mixe les deux. T'as Boa Hancock qui vient sur l'écran, t'as un œil en étoile, et la transition sur l'œil de Mihawk et comme ça il recule. C'était trop stylé ça. C'était génial. Ça c'est alors les raccords de plans comme ça, j'adore aussi. Ça c'est trop stylé ça. C'était bien vu, il y avait de la belle réal dans ces épisodes-ci. Dites-nous lequel vous avez préféré dans les commentaires. Lequel de ces épisodes depuis le 1102 du coup vous avez préféré. Et puis également si vous aimez en ce moment les épisodes de One Piece, malgré des rythmes assez irréguliers, de l'animation aussi parfois irrégulière, il y a quand même une réal de qualité. Ouais, voilà, en tout cas on n'est pas au bout de nos peines avec Egghead, on vous invite donc à vous abonner si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure pour ne pas louper nos prochaines analyses. Nous on est connectés, on adore One Piece, d'ailleurs si vous aimez One Piece jusqu'au manga, sachez que nous faisons des lives hebdomadaires, enfin quand ça sort sur les chapitres, donc n'hésitez pas à nous suivre. One Piece on aime bien, si t'aimes bien, on va aimer ensemble. Moi je dirais. C'est ça, bon. Rejoins-nous dans la mer, tu vois qu'on est dans un environnement de circonstances. Et à très vite sur la chaîne de Léo et Max, des bisous. À la prochaine. Ciao.